Et dans la famille Amrouche, mon mariage. La veille de mon mariage, Shlili et Morzouk, amis de mon fiancé, étaient arrivés d'Ir Ali avec son cousin El Madani au Amrouche. Tout ce monde avait dormi chez les pères. Le lendemain, à la première heure, je vis venir mon frère Lamala, messager de ma mère souffrante. Un jeune homme chrétien, camarade d'école de mon futur mari, était là pour assister à la cérémonie. Je ne me rappelle pas très bien comment les choses se sont passées ce matin-là. Je sais que, habillés des gondolas blanches à jeun, nous nous étions mis en rang comme à l'ordinaire pour nous rendre chez les pères où le baptême et la cérémonie du mariage devaient avoir lieu. Sœur Chantal avait consenti à me servir de marraine. Nous fûmes baptisés, Blanche et moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le père Ben Mira, un des deux pères blancs arabes convertis par le cardinal Lavigerie, qui nous maria. Je revins à l'hôpital avec mes compagnes et Blanche. Mon frère m'arrêta en chemin pour me réclamer la dot réglementaire. 100 francs. J'allais trouver Mère Saint-Jean, qui me remit la somme. Et la Mara partit, peu satisfait d'ailleurs, car il estimait que je valais plus cher. Il retourna dans notre village le soir même avec son compagnon. Dans la soirée, on vint nous chercher, Blanche et moi, pour nous mener au village où mon mari avait fait faire par la famille d'Akli et el-Hussein un couscous au mouton destiné aux invités. Le cousin Medeni, se demandant qui de Blanche ou de moi était l'épouse de Belkacem, interrogeait avec inquiétude laquelle des deux, laquelle. Il faut dire que la pauvre Blanche n'était pas une beauté. On remplit des plats de couscous et de viande pour les pères et les sœurs. Ensuite, les convives se mirent à puiser tous ensemble dans le couscous contenu dans une énorme coupe de bois. Je ne sais si j'ai pu manger un peu. Nous allâmes enfin dans la maison d'Akili. L'on organisa des jeux entre hommes et où il était déjà tard dans la nuit, quand nous pûmes nous reposer. De ce jour, je ne me sentis plus isolé. Pour le pire comme pour le meilleur, nous étions deux. Je retournai le lendemain à l'hôpital. Mère Saint-Jean me donna une natte, me prêta 4 couvertures de laine et 2 draps. J'avais encore quelques affaires dans la malle à porter de tête d'Eltoufla, en plus du petit trousseau offert par les sœurs. Mon mari ayant emprunté un bourricot, nous chargeâmes le tout sur son dos. Je dis au revoir à Melha, à sœur Jean de Dieu, une gentille petite religieuse que j'appelais la petite sœur poupée. J'allais saluer sœur Chantal et mère Saint-Jean, et je partis vers une nouvelle vie. La maison dans laquelle j'arrivais ressemblait assez à celle de ma mère par la disposition, mais là s'arrêtait la ressemblance. Cette maison était vide, alors que celle de ma mère était pleine, nette, propre. Le sol, comme les murs, tout était blanchi et tenu avec amour. Dans un coin, sur l'estrade destinée aux hommes, je mis la natte et les couvertures qui ne devaient être étendues que le soir. Dans la même cour vivait la famille toute d'Elf. Le charretier de l'hôpital, sa mère, sa femme et ses 2 filles. Je crois que c'est le vendredi après mon mariage que je vis arriver Hamma, l'oncle maternel de mon mari. Il venait le jeudi soir, coucher et manger ce jour-là, chez nous, allait vendre sa laine au marché, du vendredi, revenait coucher, manger, pour s'en retourner chez lui le samedi matin. Le lendemain de sa venue, il déclara à mon neveu Belkacem qu'il entendait nous emmener avec lui à Ir Ali pour me présenter à la famille. Mon mari n'avait rien à craindre de son père, il s'en portait garant, car j'étais une jolie fille. Nous partîmes donc, ce samedi 26 août, en passant par l'hôpital. Je demandai à la mère supérieure les quelques sous qui me restaient chez elle, une 30aine de francs, je crois. Il faisait très chaud. Nous arrivâmes à Ir Ali que le soir. La première impression que je ressentis en entrant dans la demeure de mes beaux-parents fut la surprise. La porte cochère, avec ses lourds battants qui défiaient les siècles, s'ouvrit, laissant apparaître une grande cour, fermée de tous les côtés par de hautes murailles,
mais très clair en ce jour d'été. Je descendis du mulet, ma belle-mère m'embrassa entre les yeux en me souhaitant la bienvenue. Le cousin Madani, aussitôt accouru, avait tiré en l'air un coup de feu, en signe de réjouissance, mais mon beau-père le gronda, car la famille était en deuil d'un cousin éloigné assassiné dans la Tejmath la même semaine. Les gendarmes avaient arrêté 2 malfaiteurs notoires qui furent relâchés après quelques jours de réclusion, car on n'avait aucune preuve contre eux. On m'avait fait asseoir sur un tapis de haute laine, au milieu de beaucoup de femmes et d'enfants. Toute cette animation autour de moi me donnait le vertige. Au bout d'un moment, j'observais l'aspect de la maison. 2 grands bâtiments se faisaient face, constitués d'une cave au sous-sol, d'une immense pièce et d'un étage avec 2 balcons. On accédait à ces étages par 2 escaliers raides comme des échelles sans rampe. Il fallait toujours se tenir contre le mur auquel ces escaliers étaient à côté. L'une de ces pièces servait pour la famille de mon beau-père. L'autre, appelée la maison aux provisions, contenait de grandes jarres en alpha tressé. Ces jarres rondes montaient jusqu'au plafond et devaient contenir 5 ou 600 mesures de blé ou d'orge. Je les ai toujours vues pleines, jusqu'à la mort de l'aïeul de mon mari, Hassan ou Amrouche. Le cœur de la maison s'était rempli de monde. Hommes, femmes, enfants me dévisageaient avec insistance. J'étais l'étrangère, celle qui avait pris le fils chéri. Cependant, une vieille femme de haute stature, elle était presque aveugle et marchait appuyée sur un bâton, mais en dépit de son grand âge, on voyait qu'elle avait été très belle. S'était approchée de mon mari, l'avait embrassé avec effusion, puis, prenant ma tête, elle me mit un baiser sur le front. Cette caresse inattendue, maladroite au cœur. Mon mari me dit que c'était sa grand-mère maternelle, Aini, qu'elle l'avait élevée et beaucoup gâtée. J'entrai dans la grande pièce qui servait à la famille de mon beau-père, Ahmed Amrouche. Je vis une femme encore jeune, allaitant un tout petit enfant. C'était Douda, la seconde épouse de mon beau-père. À cette époque-là, n'existait que ma belle-mère, Johara, âgée d'environ 40 ans, et Douda, appelée Douda, qui paraissait sensiblement plus jeune. Ma belle-mère avait, outre mon mari Belkacem, 2 filles, dont l'une mariée, Wahchia, habitait un village assez éloigné. L'autre, une enfant maigre et brune, me fut présentée. C'était Reskia. Douda, elle, avait plusieurs filles. L'aînée, âgée d'une dizaine d'années, la cadette qui marchait à peine, et la dernière qui venait de naître. Elle avait aussi, me dit-on, un garçon de 5 ou 6 ans, Mohamed Ouarav, qui vivait chez son grand-père, Hassan Ouamouche, à Tizi Haïdel, dans un village de la plaine où cet homme s'était retiré pour vivre, loin de son fils prodigue, avec ses 2 ou 3 femmes et sa fille Tassadite. Je remarquai aussi une petite fille qu'on me dit être la fiancée élevée au foyer et destinée par mes beaux-parents à épouser leur fils. Donc, celle dont j'avais pris la place. À l'occasion de ma venue, mon beau-père alla chercher 2 foulards à tranches dorées, chiella, et m'en offrit un et donna l'autre à la petite jeune fille, car il croyait que, comme lui, mon mari pouvait aimer 2 femmes. On me présenta Tedhelt, la femme du grand-père de Tizi Haïdel, gardienne de la maison et de l'argent de l'aïeul. C'était elle qui avait le commandement de toute cette famille. Elle me parut très triste. Elle venait de perdre de la tuberculose sa fille Aïcha, qui laissait 5 orphelins, dont un tout petit enfant, rachitique. Cette femme avait une autre fille du nom de Fatima. Comme celle-ci habitait près de Medjana, elle ne savait encore pas la mauvaise nouvelle. Ce n'est que le lendemain qu'elle accourut avec une jolie petite fille de 3 ans, Wardia. Elle me dit que son fils aîné était resté auprès de son mari à Medjana. Il faut ajouter les cousins germains, leur mère, leurs femmes, venus par curiosité. La nuit tombée, nous dînâmes et ma belle-mère nous conduisit à l'étage au-dessus de la petite pièce dite des provisions,
Elle avait préparé notre couche, des couvertures sur une natte et un drap en cretonne imprimé pour nous couvrir. La pièce était immense, 10 mètres de long au moins, et sur 7 ou 8 de large. Au pied des murs s'alignaient des jarres pleines d'huile, et dans les 4 autres pièces, en bas comme en haut, on en dénombrait autant. Les fenêtres comportaient de lourds battants qui se fermaient avec une sorte de verrou de bois. On poussait une targuette qui se mettait à la verticale et le verrou s'enfonçait dans le mur où un cadre était scellé. Pour ouvrir, on tournait la pièce de bois servant de targuette qui reprenait sa place horizontale et le verrou retombait. Pour pénétrer du dehors, il aurait fallu brûler les portes. On apercevait des tuiles. Aucun confort ni aucune propreté. Le sol était pavé de briques pleines, comme au rez-de-chaussée. À côté de cette pièce, au-dessus du vestibule, se trouvait la chambre de Tedhelt, la femme du grand-père. J'ai dormi comme une souche cette nuit-là, j'étais tellement fatiguée. Le lendemain, il était déjà tard quand je me réveillai. Tout le monde s'affairait. Tedhelt avait bu son café et filé sa quenouille. Ma belle-mère Eskia et Hamama, ainsi que la fiancée de mon mari, avaient rapporté de grands couffins pleins de figues de Barbarie et on avait aligné à l'ombre dans un coin de la cour. On avait rempli de ces fruits un plat de bois énorme où celui qui voulait en manger se servait à sa convenance, versant de l'eau dessus pour en amortir les épines, et à l'aide d'un couteau, coupant la tête du fruit, puis la queue, en taillant l'écorce par le milieu et l'enlevant. J'observais tout cela avec une curiosité amusée. Ma belle-mère, cependant, avait quitté les effets revêtus pour la cueillette, et, avec une sorte de brosse en alpha, se frottait de toutes ses forces pour casser les épines. Douda me fit signe d'approcher. Elle se tenait à côté du foyer et beaucoup de coquilles d'œufs s'éparpillaient autour d'elle. Sur le feu, un large plat de terre, et dans ce plat, une grosse galette de semoule, très blanche, mélangée à beaucoup d'œufs, cuisée dans l'huile. C'est le mets des accouchées aux abbesses, quand elles se lèvent le matin. Mais ce matin-là, la galette était beaucoup plus grosse et Douda nous en offrit un bon quartier à mon mari et à moi. Elle avait délayé du miel dans une écuelle, et tous deux nous déjeunâmes ainsi. Le lendemain, le cousin Madani nous invita pour le repas de midi. Il avait tué un couple de perdrix. Nous y allâmes en passant par Taqriq, un petit champ situé en dehors du village, afin que les étrangers à la famille ne puissent me voir. La maison du cousin shérif, comme on l'appelait, était une grande bâtisse composée de 2 corps. L'un de construction ancienne avait été édifié par son père, Mohamed Amrouche, frère d'Hassan. Les cousins shérif Madani et Saïd étaient donc des cousins germains de mon beau-père. L'autre partie de la maison avait été élevée par les soins de shérif à la mort de son père. Le sous-sol qui servait de cave et d'écurie était surmonté d'une très vaste pièce appelée Acham Nelouh, la maison du bois. Au-dessus de cette pièce, une autre de même dimension, la Ali, l'étage. Et plus haut encore, dominant le village, une chambre avait été aménagée pour lui et pour Sassa, la femme qu'il avait ramenée des Eth Haïdel. Celle-ci me parut très belle, mais déjà un peu touchée par l'âge. Elle fit un couscous délicieux qu'elle nous servit dans la pièce du haut. Du balcon, la vue s'étendait sur tout le village. Je passai dans cette maison amie une bonne partie de la journée. Le soir, nous revînmes plutôt chez mon beau-père. Le lundi, j'assistai à une scène terrible. Mon beau-père était allé au marché d'Arbou. Parti à dos de mulet de bonne heure, il avait dans sa hâte oublié sa montre et son gilet. Ma belle-mère, Johara, l'avait suivi
Ne l'ayant pas atteint, elle confia la montre et le gilet à un homme du village, connu pour son aisance, Ali ou Bouchachi, en le chargeant de remettre ces objets à mon beau-père. Or, cet homme, qu'elle n'aurait jamais soupçonné, garda et la montre et la chaîne et le gilet. Quand mon beau-père Ahmed rentra du marché, la Johra, ma belle-mère, lui demanda si le commissionnaire lui avait bien remis sa montre. Il m'a rien donné. Je le vis sortir et aller trouver l'homme en question qui nia avoir reçu quoi que ce fût. Je reverrai toujours la rage de mon beau-père. Il avait entre les mains des étriers de fer unis par une courroie de cuir. Il prit ma belle-mère par les cheveux et se mit à frapper sur son dos à tour de bras de toutes ses forces. Nous ayons toutes accouru, moi, Tedhelt, Douda et ses filles, toutes. Nous nous suspendîmes à son bras pour lui faire lâcher prise. Ce n'est que lorsqu'il fut épuisé, la courroie cassée, qu'il cessa de frapper. Les yeux lui sortaient des orbites. La Johara était tombée à terre. Cela t'apprendra, lui dit-il, à faire confiance à des étrangers. À cette époque, où une montre était chose précieuse et rare, c'est pourquoi l'homme l'avait gardée. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.